Planète Émotif Talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète Émotif Talentueux est animée par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif Talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, très heureuse de vous retrouver pour débuter une nouvelle série d'interviews que j'ai appelée Itinéraire émotif talentueux, une autre façon d'aborder ce podcast. L'idée c'est de vous permettre de découvrir des parcours atypiques et qui feront parfois écho avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez encore aujourd'hui, en tout cas je l'espère. Et pour démarrer cette nouvelle initiative et ces interviews, eh bien, je vais accueillir Sophie Lyon. Sophie Lyon qui est coach, mais c'est surtout de la découverte de sa douance et de ce que ça a pu changer dans sa vie que nous allons parler. Nous aborderons également son parcours loin d'être commun et loin d'être une ligne droite. Vous vous en doutez. À tout de suite avec Sophie. Bonjour Sophie. Et bonjour Nathalie. Alors Sophie, première question, quel est le terme qui te parle le plus au potentiel, multipotentiel ou hypersensible? Moi, ce serait plutôt haut potentiel. Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est celui-là que tu vas chercher en premier? Enfin, je dis ça, mais en même temps, hypersensible, hypersensible, ça me va bien aussi. Il paraît que c'est ma belle-fille qui dit... Boris qui pose la question, il dit: est-ce que tu connais une adulte qui est capable d'exprimer ses émotions et qui pleure en 2 secondes? Elle dit: bah oui, c'est Sophie. Excellent. Cadeau ou fardeau pour toi? Alors, pendant longtemps, c'était un fardeau. Pendant très longtemps, ça a été un fardeau. Pendant très longtemps, jusqu'à ce que je comprenne vraiment mon fonctionnement. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un cadeau. Ouais, franchement, ouais. Alors, ce que tu nous dis, c'est souvent ce que j'entends, jusqu'à ce que je comprenne mon fonctionnement. C'est ce que j'appelle la graine de connaissance, c'est apprendre à se connaître et pas que dans la tête. C'est à un moment donné mettre des mots, pouvoir mettre une grille de lecture. Comment ça s'est passé pour toi, cette prise de conscience que tu es concerné par le haut potentiel? Alors, je n'en avais absolument aucune idée. Moi, j'ai grandi, en fait, j'avais un petit frère qui était diagnostiqué donc très haut potentiel quand il était enfant. Et donc, quand il a passé son test de QI, voilà, tout le monde disait: ah, Arnaud, voilà, c'est un surdoué, enfin, à l'époque, on disait comme ça. Et donc, comme moi, on ne m'avait pas fait passer mon test de QI, je me disais: bah, moi, je dois pas être bien intelligente parce que franchement, il y a des moments où je me sens vraiment nulle, notamment à l'école, etc. Donc du coup, je me comparais beaucoup à mon frère. Et donc c'est lorsque je suis devenue maman, donc j'ai tout de suite compris que ma fille était dyslexique, probablement que je l'étais moi aussi. Mais je l'ai vu tout de suite, que je savais, ah ouais, elle est dyslexique. On habitait donc aux États-Unis. Ensuite, à l'école aux États-Unis, on pouvait passer justement les fameux gifted, ils appelaient ça le gifted test, pour pouvoir justement aller dans une classe particulière. On pouvait aller dans des écoles publiques spéciales, etc. Je me disais, bon, bah, je vais faire passer ce test en fait à mes enfants. Et en fait, très rapidement, j'ai vu que bon, bah voilà, mes enfants étaient notamment un de mes enfants, Guillaume, qui était, alors lui, c'était vraiment le très haut potentiel, puisqu'à 3 ans, il savait lire, il était dans une école Montessori, et je voyais qu'il était... Enfin, il m'activait énormément, cet enfant. Il était très bizarre. Enfin, moi, je le trouvais très bizarre. Et je me disais, mais comment j'ai pu mettre au monde un enfant aussi... Enfin, toi, il était limite Asperger, en fait. Hein. Donc,
Et c'est grâce à mes enfants, finalement, parce que le troisième, pareil, alors lui, encore une autre forme d'intelligence, enfin, pareil, donc un très haut potentiel aussi, mais alors beaucoup plus externalisé. Donc, c'était assez marrant de voir, en fait, ces trois enfants, enfin, de voir cette hypersensibilité avec des émotions énormes. Et moi, je me disais, mais je peux pas m'en sortir, quoi. Et un jour, j'ai rencontré cette femme enfin, on reçoit à l'école, enfin, un flyer et ils mettent enfant avec un gros cerveau, parents désemparés, venez me voir. Ah oui. Alors, du coup, je vois ce truc, je me dis, ah non, mais ça, c'est pour moi. J'y vais, et là, elle me dit, écoutez, en premier, on va s'occuper de vous, et ensuite, on s'occupera de vos enfants. Et je lui Ça, dis, mais c'était attendez. toujours aux États-Unis, ça? Non, là, j'étais de retour en France. D'accord, ok. Et là, je me suis dit, non, mais comment, enfin, je lui dis, mais moi, si mes enfants sont intelligents, c'est pas par moi, c'est par mon mari. Enfin, moi, franchement, j'ai pas fait des grandes études. Je me suis jamais sentie vraiment extraordinaire. Je me suis toujours sentie un peu, voilà, le vilain petit canard. Et, euh, et elle m'a dit, on va voir ça. Et donc, elle m'a envoyé faire mon test de QI et patati patata. Et là, ça a été comme une espèce de révélation. Et là, j'ai pu mettre des mots sur mes mots et comprendre finalement que bon, c'est encore en process maintenant, enfin, c'est beaucoup plus, on va dire, fluide hein, pour moi. Mais à l'époque, ça a été comme une explosion, quoi. Je me suis dit, waouh, en fait, pendant toutes ces années, je vivais dans le brouillard, en fait, ouais, dans le brouillard. Mhm. Mhm. Donc, ce que j'entends, c'est vraiment, oui, tu nommes cette explosion, moi, c'est ce que j'appelle la phase de révolution, révélation, que c'est un mix de plein de choses. C'est pas possible, et puis oui, et puis on peut être high, et puis redescendre. Comment c'était pour toi à ce moment-là au niveau émotionnel? Alors moi, enfant, j'ai toujours été comme ça, très high, très voilà, enfin, très très solaire, et donc toute ma vie, en fait, on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête d'être trop. Hein. Mhm. Donc du coup, je me suis de plus en plus canalisée, et notamment là, dans le mariage, donc avec le père de mes enfants, c'était surtout pas d'émotion, faut pas pleurer, hein, arrête de faire du cinoche, arrête. En fait, c'était tout le temps des injonctions comme ça. Et du coup, cette perspective de me dire, attends, mais en fait, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, ça m'a permis de me dire, mais finalement, et si j'acceptais tout simplement cette personnalité, si j'acceptais tout simplement ces hauts et ces bas, si j'acceptais que, effectivement, quand j'ai une émotion, bah, je me mets à pleurer, ou s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je peux dire que je suis en colère. Enfin, tu vois, d'arriver finalement à exprimer ça. Et ça a été comme une autorisation, en fait. Voilà, c'était une autorisation, s'autoriser à être soi, tout simplement. Et donc, le fait de passer le bilan t'a autorisé, c'est ça que je comprends, ou bien le Ah fait oui. de te connaître? Ça m'a, les deux, c'est-à-dire qu'en fait, ça m'a permis Ouais. de me dire, OK, maintenant, enfin, ton objectif, c'est d'apprendre à te connaître et de m'autoriser, en fait, à être de plus en plus moi. Mhm. Mhm. Alors, ce que j'entends dans ce que tu nous partages, c'est que manifestement l'étape du bilan, de passer ce test, a été importante. Mais est-ce que, avec le recul aujourd'hui, tu te dis que tu aurais pu faire la même chose sans passer ce bilan? Je suis pas sûre. Enfin, on va dire que lorsqu'on me parlait de ça, je me disais, ouais, non, c'est pas pour moi. Non, non, Mhm. pas possible. Et d'ailleurs, quand la nana m'a montré la courbe, elle m'a dit, à votre avis, vous êtes où? Ouais. Et moi, je m'étais mis de l'autre côté. Je m'étais mis à 90. Tu sais, enfin, vraiment Ah ouais. pour te donner l'estime de moi, tu vois. Alors que je le renomme, en principe le public le sait, mais que le haut potentiel est estimé à partir de 130 et le très haut potentiel dont tu parles par rapport à tes enfants est entre 145 et 160. C'est ça. Et donc, et alors, hyper intéressant parce que quand j'ai passé ce test, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait mais n'importe quoi. Mhm. Et les exercices, je les commençais par la fin. Enfin, la nana, elle était amusée, tu vois, parce que donc celle qui m'a fait passer le test, elle me connaissait puisque j'étais déjà venue la voir avec les enfants, etc. Et donc j'avais fait passer le test à mes enfants. Et après, elle m'a dit, bah, je lui ai dit, oh, j'aimerais bien le faire moi aussi. Et du coup, elle me voyait faire. En fait, je me sabotais. J'ai passé mon temps, de toute façon, j'ai passé ma vie, enfin, on va dire jusqu'à ce moment-là, finalement, à me saboter. Mhm. Et, et ce qui était hyper intéressant, c'est que euh, le jour où j'ai annoncé à mes parents que j'étais donc au potentiel,
Maman, elle a pris super bien. Et mon papa m'a dit, oh, t'es au potentiel. Il me dit des gens comme toi. J'en ai rencontré 3 dans ma vie. Il me dit, mais toi, t'es pas au potentiel, c'est pas possible. Ah, c'était compliqué à entendre ça. Ah, c'était horrible. Ouais, je peux entendre. C'était donc d'où la part de sabotage, etc. Donc là, du coup, je me suis dit, ah non, tu peux pas dire ça. Regarde, c'est écrit là. Ouais, ouais, je vois, tout à fait. C'est pour ça que ça a été important pour toi, hein. Il y avait une forme de. Est-ce qu'on peut dire que je fais cette hypothèse-là, qu'il y a une forme de légitimité qui s'est installée grâce à ce test? Ah, mais complètement. Et pendant pas loin de, je dirais, je pense que pendant presque 2 ans, je l'avais dans mon agenda. À l'époque, j'avais encore des agendas papier. Mhm. Et donc, je l'avais comme ça plié, tu vois, et je l'ouvrais. Et régulièrement, je regardais, je disais, ah, c'est vraiment moi, tu vois. Ouais. Comme si ça venait me rassurer, enfin, valider en fait cette souffrance d'enfant qui à la fois donc de l'école, d'incompréhension et aussi, bah, comme tu peux l'imaginer, un contexte pathogène familial pas très sain. Mhm. Mhm. Oui, ça me touche parce que tu as parlé des signes de soi, hein, qui est en lien avec tout ce que tu as vécu et ça fait écho à ma propre histoire, où moi, pendant, je sais pas si c'était 2 ans, mais en tout cas, la première année, peut-être la deuxième aussi, parfois, il y avait encore ce réflexe de me dire, oh, t'es bête, parce que c'est ce que je me répétais avant, tu vois, et tout de suite de recadrer dans ma tête en disant non, non, et de me redire le chiffre, parce que j'avais ce papier, effectivement. Donc oui, bon, ça peut être important pour certaines personnes de passer cette étape-là. Qu'est-ce qui a, alors tu nous parles de ta famille, mais qu'est-ce qui a été difficile quand tu étais enfant, hein? Tu nous as parlé aussi de dyslexie, dont ta fille ou ton fils, je sais plus. Un de tes enfants est dyslexique également? Oui, Camille est dyslexique, Ouais, ouais. ok. Ma fille est née, ouais. Est-ce que ça a rajouté quelque chose à la difficulté? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi à l'école, par exemple, dans ton parcours scolaire? Alors, à l'école, c'était vraiment donc tout ce qui avait un lien avec l'écriture, avec les dictées. Alors, pas la grammaire, forcément, puisque la grammaire, c'était logique. Donc, du coup, j'avais toujours 20 sur 20 d'ailleurs. Par contre, en dictée, alors là, c'était bourré de fautes, mais enfin, vraiment, voilà, beaucoup de fautes d'orthographe, hein. En plus, à l'époque, voilà, il y avait quand même c'est quand tu es intelligent, donc, du coup, tu as des bonnes Ouais, notes en orthographe. ouais. Voilà. Donc forcément, bah, comme j'avais 0, alors il y avait quand même une part de moi qui me disait, bon, quand même en grammaire, tu as toujours 20 sur 20, donc tu dois pas être si bête que ça. Mais tu vois, toujours cette espèce d'ambivalence en me disant, ah, tu dois pas tu dois pas être si bête que ça. Donc là, c'était beaucoup l'orthographe, hein. Et puis, et la lecture à voix haute. Parce que souvent, quand tu es petit, en fait, et même jusqu'au lycée, en fait, on te fait lire Ouais, à voix haute. ouais. Et moi, j'étais incapable de lire à voix haute. D'autant plus que, bon, voilà, je décris un papa un peu, mais bon, c'est vrai qu'il était quand même pas très sympa. Mais bon, voilà, quand je lisais, en fait, il me faisait lire et donc il me disait que j'étais, bon, il disait ça en espagnol puisqu'on était donc bilingue. Et il me disait, ah, burra, enfin, espèce enfin, de débile, tu sais pas lire. Enfin, tu vois, bon. Et donc, du coup, moi, dès que je lisais à voix haute, j'anodais. Alors qu'en fait, je rêvais de faire du théâtre, je rêvais de prendre la parole en public. Et je me rendais compte que si je voulais faire ça, je pouvais pas parce que je savais pas lire. Mhm. Et donc, du coup, je me suis interdit plein de choses. Tu vois, je me suis interdit de faire du théâtre, alors que quand je récitais ma poésie, bah, j'avais toujours des 20 sur 20. Enfin, je voyais bien que j'avais quand même cette capacité voilà, à captiver les gens. Et la maîtresse en général me disait, oh, mais c'est bravo, parce que voilà. Donc, il y avait des choses où je voyais que j'étais extrêmement douée et d'autres où c'était vraiment, voilà, notamment en lien toujours avec la lecture, l'écriture. Ça a été donc un gros parcours de résilience parce que du coup, j'ai quand même, tu vois, donc, pendant toute ma vie, essayé malgré tout. J'ai quand même été, tu vois, directrice marketing et communication, donc c'est moi qui écrivais tu vois, comment dire, les communiqués de presse. Donc je me faisais corriger les fautes par d'autres personnes, mais il fallait accepter, tu vois, de se mettre en humilité, tu vois, pour dire aux gens, excusez-moi, je suis pas très douée en orthographe, même si je suis la directrice marketing et communication, mais s'il vous plaît, communiquez. Enfin, et je me souviens, j'avais honte, mais en même temps, c'était plus fort que moi parce qu'il fallait que j'aille prouver, en fait, j'avais besoin de prouver que j'étais capable. Voilà.
Graine de courage, hein, c'est la capacité à exprimer les choses dans le modèle du cycle de développement du potentiel. C'est la capacité à exprimer les choses avec humilité, en l'occurrence, et d'assumer le regard de l'autre côté. Et c'est ce que tu as fait. Est-ce que dans ton parcours, tu t'es fait aider par des professionnels avant, après le bilan? Alors, toujours, en fait, j'ai vraiment, pour moi, dans ma vie, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que j'arrivais pas à faire quelque chose et ça c'est venu très tôt dans ma vie, en fait. J'ai du mal à te dire quand, mais très rapidement, je pense que je tiens vraiment ça de ma maman, tu vois, c'est de te dire, OK, t'arrives pas à faire ça, bah, tu vas chercher la solution ailleurs. Donc, tu poses la question, tu demandes. Bah, c'est ce que j'explique un peu hein, dans mon livre, hein, Demande à l'univers et réalise ton big dream. Et d'ailleurs, je me suis fait énormément aider pour écrire ce livre. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment toujours se faire aider donc pour voilà coaching, thérapie. Là encore aujourd'hui, tu vois, je fais de la thérapie Gestalt. Enfin voilà, moi j'ai un problème sur en tout quelque chose. J'essaie toujours de trouver un professionnel qui va venir m'aider, me faire grandir en fait quelque part. Hyper important. Ce que j'ai souvent constaté dans la communauté des émotifs talentueux, puisque c'est comme ça que je les appelle, hein, qui englobent les hauts potentiels, hypersensibles, multipotentiels, les doubles exceptionnels aussi, hein, parce que quand tu parles de dyslexie, ça se rajoute un haut potentiel, on appelle ça la double exceptionnalité, et c'est un profil très particulier. Mais ce que j'ai souvent constaté, c'est cette propension à se dire « je vais y arriver tout seul ». Est-ce que ça a pu être quelque chose qui t'a parlé, toi, à un moment donné dans ta vie? Oui, probablement au début, en fait, mais comme je suis en human design, moi je suis quelqu'un, moi j'aime aller vite. Donc du coup, quand je voyais que j'étais stoppée, tu vois, enfin, donc du coup j'allais chercher l'information ailleurs. J'ai jamais eu honte en fait d'aller voir les gens en disant, Madame, je comprends pas, levez la main, tu vois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Non, en fait, je pense que enfin, ça a pu m'arriver quand même quelque part, peut-être deux fois, au début, de commencer par moi-même, me dire, oh non, voilà, c'est trop difficile, allez, j'arrête. Et voilà. Par exemple, toi ton podcast, par exemple, tu vois, moi, je me suis pas encore lancée dans un podcast, mais si je devais me lancer dans un podcast, c'est évident que toute la partie technique, je la remets dans les mains de quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Mais je te rejoins. Moi, c'est même pas la partie technique. Je savais pas commencer un podcast. J'ai pas le temps, j'ai pas la patience, et donc j'ai été chercher le pro du podcast, à Marco Bernard, pour m'aider à le monter. Donc, sur cette énergie-là, on fonctionne de manière similaire, et j'ai le sentiment que ça m'a mené plus loin et plus vite, effectivement, quoi. C'est ça, il y a pas de temps à perdre en fait. Et surtout quand tu prends en conscience que, enfin, toi, je me suis dit, mais attends, mais cocotte. Tu viens de réaliser que tu es au potentiel passé 40 ans. Bon, là, maintenant, allez, hein, on y va, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette grille de lecture t'apporte dans ton quotidien? Le fait de savoir que tu es au potentiel et tout ce qui va avec. C'est rassurant. Parce que pendant longtemps, moi, j'ai une grand-mère, donc la maman de mon père, en fait, elle a passé une bonne partie de sa vie dans une clinique, un sanatorium en Espagne. Donc, moi, je me disais, bon, quand j'ai des hauts et des bas comme ça, oulala, à mon avis, si tu continues comme ça, tu vas finir comme ta grand-mère, toi. Bon, c'est possible que tu sois un peu, enfin, pas schizo, mais des fois un peu folle. En fait, il y avait le mot folle qui revenait. Ouais, ça revient souvent, hein. Ouais. Et du coup, je me disais, ah ouais, quand même. Et ça m'a rassurée. Ça m'a permis de comprendre que non, c'était pas de la folie, c'était vraiment juste des vagues d'émotions très intenses. Et que après, bah voilà, après la vague très intense, bah, il y avait une vague de descente. Et que avec le temps, je pouvais arriver en fait à les réguler ou tout simplement me laisser couler avec et que c'était voilà que c'était et plus je me coulerais dans cette vague parce qu'en plus bon bah je suis une fille du Sud-Ouest et donc voilà moi j'ai grandi avec entre Biarritz et Montalivet où on fait du surf donc c'était vraiment ça c'est-à-dire plutôt que d'aller à contre-courant allez j'y vais avec et que effectivement quand il y a des grandes vagues bah voilà, faut accepter ça et se laisser porter par le courant tout simplement. Ouais.
Mm. Tu dis, ce qui me touche beaucoup, hein, c'est en fait cette prise de conscience que non, tu n'es pas folle et que la découverte de ton potentiel a aidé. C'est quelque chose que j'entends très souvent. Et en même temps, moi, je l'ai transformé en ce grain de folie, tu vois, dans le côté positif, ce côté atypique qui peut faire les choses différemment, parfois même avec un humour décalé. Est-ce qu'on retrouve ça dans votre famille, y compris dans la famille recomposée? On n'en a pas encore parlé, hein, mais Bah, en fait, on va appeler ça le côté good crazy en anglais. Hein, enfin, on appelle ça comme ça, good crazy. Et moi, voilà, moi, j'ai envie de dire voilà que le côté good crazy, oui, il y a ça effectivement quand on se laisse aller. Après, parfois, il peut y avoir un peu de quand on voit bien hein, quand on est tous ensemble, voilà, ça peut partir très vite. Il y a les émotions qui vont, tu vois. En plus, nous, on est d'origine espagnole, alors donc c'est d'autant plus, tu vois, enfin, espagnole et cubaine par ma grand-mère. Alors, imagine, tu vois, on a vraiment ce côté très 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 exubérant. Donc oui, parfois ça peut être ça. L'humour, j'ai un de mes enfants qui est vraiment comme ça, qui a beaucoup d'humour. Moi, j'en ai pas du tout, souvent. Donc du c'est coup, vrai, j'ai pas l'impression que j'avais, mais je travaille dessus, mais pendant très longtemps, je me vexais beaucoup en fait hein, sur le. d'accord. OK. Ah ouais, moi j'étais très, ouais. Camille, elle aurait plutôt tendance à avoir beaucoup d'humour aussi. Mais c'est en train de changer, tu vois. Je pense qu'avec le temps, avec l'appropriation, avec la thérapie, j'ai de plus en plus de recul. Je réagis moins, et donc je pense que j'ai de plus en plus, mais c'est pas évident, ouais. Ouais. Mm. Alors ça, c'est l'humour, mais est-ce que tu as le sentiment que toi ou ta famille, vous faites des choses plutôt décalées ou pas? Oh, mais complètement. Mm. Bah, Comment ça se traduit? oh bah déjà, rien que le choix, déjà le choix de vie, tu vois. Mes enfants, par exemple, donc en France, on a après le bac, normalement, tu dois faire ce qu'ils appellent Parcoursup. Bon, moi, enfin, mes deux enfants n'ont absolument pas, ils se sont même désengagés de ça. Les gens Mhm. disaient, mais comment ça, vous pouvez ne pas faire Parcoursup, mais on a le droit. Donc, il y en a un qui est parti faire ses études, enfin, l'une au Costa Rica, l'autre au Japon. Voilà, on est très atypique, oui. Je pense que depuis toujours, et mes parents, et c'était des gens très atypiques. On a des choix de vacances. Enfin, moi, quand j'étais enfant, on passait nos vacances à Montalivet, donc dans un centre naturiste. Donc c'est quand même un peu très très atypique pour le coup. Mhm. J'ai Mhm. grandi là-dedans. Voilà, enfin, les lectures, la façon de voyager, le fait de faire du van. La façon de manger, de s'intéresser toujours à plein de choses différentes. Oui, on est, enfin, les gens, enfin, la plupart des amis de mes enfants disent oui, bah, de toute façon, ta mère, elle est un peu. Barge, je ne sais pas si c'est le mot qui est utilisé. Moi, ma belle-fille dit ça parfois de moi, donc. Mais en même temps, c'est pareil, toi, c'est ce côté un peu good crazy, c'est-à-dire que parce qu'en même temps, ils voient aussi la bienveillance, l'accueil de la différence, le non-jugement des gamins. Donc en même temps, ils se disent ouais, enfin à la fois ils se disent ouais, ta mère, elle est un peu barge, mais en même temps, enfin elle est cool parce que en même temps, elle vous accueille tel que vous êtes en fait. Et donc voilà, donc ça c'est chouette, ouais. Mm. Ouais. On n'a pas encore parlé du parcours pro. Est-ce qu'il a été linéaire, ton parcours pro ou pas? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors pas du tout. Surprise! J'ai eu l'impression d'avoir enfin, plein de vies dans une vie, en fait, hein, Ouais. et même sentimentale, on peut dire ça aussi. Puisque, ouais, donc mes études, donc voilà, j'ai pas fait, enfin, à ma façon, en tous les cas, c'est pas ce que j'imaginais, parce que j'avais un père qui était médecin, donc forcément, bac plus 9, tu vois, avec une grande, voilà. Le jour où vous aurez fait autant d'études que moi, on verra ça. Mm. Donc, donc bon, forcément, nous, on s'est un petit peu saboté, mon frère et moi. Et c'est vrai que ouais, donc j'ai commencé à travailler chez un négociant en vin. Très jeune, j'ai commencé à travailler très jeune, à donner des cours d'anglais, des cours de maths. Après, j'ai commencé à faire de la peinture. J'ai toujours vendu tout ce que je faisais. Je vendais mes œuvres d'art, je vendais ma cuisine, je vendais comment dirais-je, des bouquets de fleurs que je ramassais dans les dunes, enfin, mes bracelets brésiliens que j'ai pu faire, enfin voilà. Ensuite,
Toujours quand même beaucoup tourné vers les autres, hein, voilà, donner pas mal de cours, j'aimais bien aider les autres, donc je donnais des cours. J'ai travaillé donc chez un négociant en vin, donc là quand j'étais un peu plus sérieuse, un peu plus âgée, mon premier boulot c'était donc je travaillais à l'export puisque moi j'avais cette chance d'être née dans une famille polyglotte, donc en anglais, espagnol, et j'ai tout de suite été très attirée par la langue anglaise très jeune, donc je parlais anglais pas très bien en fait, hein, très jeune. Voilà, ça m'a énormément aidé en fait, hein, pendant toute ma vie, même si j'avais pas fait des grandes études. En tous les cas, le fait d'être trilingue, ça m'a amené partout. Et puis ensuite, donc j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis parce que j'ai pu m'expatrier là-bas. Là, j'ai adoré, c'était absolument génial. Ensuite, quand je suis rentrée, j'ai intégré une boîte dans laquelle j'étais toujours à l'export, mais où je vendais des équipements pour les télévisions et les radios. Très rapidement, j'ai vu que j'avais ce goût pour la communication, le marketing. Donc, voilà, je me suis vraiment positionnée dans la société où j'ai un peu appris par moi-même. Tu vois, j'achetais des livres. Voilà, je disais, je voudrais bien m'occuper de la relation presse, si vous voulez. Donc, j'achetais tous les bouquins, ce qui avait un rapport avec ça. Puis, du coup, je suis devenue relation presse. Et les gens me disaient, waouh, vous avez fait quoi comme école? Je dis, bon, non, aucune. Ah bon? Enfin, tu vois, donc voilà, on voyait que c'était facile, voilà, pour moi. Et puis, je suis repartie donc aux États-Unis. Et là, j'ai travaillé pendant longtemps quand même dans une même boîte, mais j'ai eu plein de boulot dans cette boîte. Je faisais la com, je faisais les relations avec les revendeurs un peu partout dans le monde. Enfin voilà, j'avais tout le temps. C'était très très, comment dirais-je, c'était une PME, donc ça correspondait vraiment bien à mon profil, où je pouvais vraiment exprimer mon potentiel. J'ai bien sûr créé deux associations de français pour donner des cours de français pour les enfants, une bibliothèque. Voilà, je m'occupais de la relation avec le consulat, avec l'ambassade de France. Enfin voilà, j'aimais bien aussi toujours avoir plein d'activités. J'étais bien sûr présidente du PTO pour mes enfants de l'école. Je vois. Voilà, première française à être, tu vois, présidente du PTO, donc de l'association des parents d'élèves d'une école américaine. Donc ça, c'était quand même assez cool, enfin, toi, qu'on accepte ça. J'étais trouvé ça hyper ouvert. J'ai du mal à imaginer l'inverse, une américaine étant présidente d'un PTO en France. Pas forcément évident. C'est effectivement. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu une grosse, enfin, tu vois, donc en 2008, j'ai eu la crise des subprimes, et là, ça a fait un espèce de waouh. Je suis rentrée en France, là, j'ai complètement perdu pied. Donc là, ça a été très difficile, hein, voilà, j'étais vraiment au creux de la vague. Et là, très rapidement, j'ai pu donner des cours d'anglais dans une école de commerce. Ensuite, j'ai ouvert une épicerie fine. J'ai donné des cours de marketing en anglais, des cours de communication en anglais dans des écoles de commerce. Tu vois, petit à petit, jusqu'à arriver en fait au coaching. Où là, j'ai senti quand même que c'était quelque chose qui me correspondait vraiment beaucoup. Et là, encore aujourd'hui, je suis encore en train de me réinventer parce que je vois bien que c'est ça qui me rassure aussi, parce que là où avant, on pouvait dire « Ah, dis donc, ils sont un peu atypiques, mon frère est vraiment pareil aussi, hein, ah, vous n'êtes pas linéaire. » En fait, c'est normal, en fait. On peut pas. Il y a vraiment une autorisation à avoir là. Hein. Je pense que c'est important de le dire. Ce que j'entends chez toi, effectivement, hein, c'est comme chez moi et beaucoup de personnes que j'interviewe sur cette thématique, c'est ce besoin de changement. Quels étaient les indicateurs chez toi? Est-ce que c'était probant chaque fois? Est-ce que tu as appris à identifier des indicateurs? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu sais que tu as besoin de changer, que ce soit au sein de ton activité actuelle ou à l'époque? Quand je m'ennuie. Ouais. Dès que je m'ennuie, dès que ça a plus de sens, je me dis, ah, ça y est, oh merde, ça recommence. C'est un peu, oh mince. Donc là, c'est, en fait, quand je vois que quand il n'y a plus de créativité et que ça devient toujours pareil. Ouais. Donc j'ai besoin que ce soit, parce que c'est rassurant quand même, hein, je pense que le zèbre, en fait, il a besoin quand même d'être rassuré. Enfin, je pense qu'en tous les cas, moi, personnellement, quand je vois que c'est, voilà, il y a un cadre, mais si au bout d'un moment, je tourne en rond et que j'ai fait toujours la même chose, en fait, si c'est toujours les mêmes questions que je repose à mes clients et que j'ai les mêmes problématiques de mes clients, ça m'ennuie. Voilà.
Et tu sais que tu dois changer. Ça me parle bien, ça. Et je sais que je dois changer. Donc, du coup, je me dis, alors, comment je pourrais faire pour me réinventer? Parce que, par contre, ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'avant, j'avais tendance à faire, toi, voilà, allez, tsunami, allez, on Tu vires recommence. tout. On recommence à zéro. Ouais. Et là, maintenant, à la sagesse, et puis probablement, voilà, l'âge, la sagesse me fait dire que, OK, j'essaie de voir la chose en me disant, OK, et peut-être le coaching aussi, ça m'a aidé aussi à voir ça, me dire, comment je pourrais faire pour, dans ce que je fais aujourd'hui, retrouver de l'intérêt, retrouver de la fantaisie, de l'énergie, de la créativité. Voilà, parce que c'est ça qui est important, enfin, à mon sens. Je pense que bon, l'être humain est fait pour créer, mais en plus, le haut potentiel, il adore créer, il aime la créativité, il a besoin de ses couleurs, il a besoin de ça. Et voilà, donc du coup, bah là, par exemple, tu vois, cette année, je me suis dit, tiens, ben, même si c'est une année de bilan, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aller à la rencontre 2 ou 3 fois, tu vois, de faire des conférences, pouvoir rencontrer les gens. Donc c'est une autre forme, on va dire, de coaching, mais tu vois, pour pouvoir justement rencontrer des personnes. Et bah parce que ça me nourrit, en fait. Oui, oui, oui. C'est important. Je pense que c'est un des avantages. Alors, pas de plus, chacun va trouver son équilibre, soit en tant qu'indépendant et avoir sa propre entreprise ou dans une structure, mais que c'est un des avantages, en tout cas en ce qui me concerne, et c'est ce que j'entends chez toi, dans le fait d'avoir sa propre structure et de pouvoir aménager les choses avec cette autorisation que j'entends chez toi aussi, de te dire, OK, c'est moi, je m'ennuie. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux remettre en route ma créativité? Parce que je pense que tes clients en bénéficient de manière générale. Ah bah c'est clair parce que maintenant avec bah voilà le nombre j'ai fait l'autre jour un bilan là sur le nombre d'heures de coaching, le nombre de personnes que j'ai coachées en one-to-one, enfin tu vois c'est un truc hallucinant et donc là aujourd'hui tu vois c'est vrai que ben voilà j'ai une personne en face de moi en 2 secondes paf je sais exactement enfin voilà le truc et puis je lui pose 2 ou 3 questions, ok, et hop, là je tire le fil et donc ça voilà, mais en même temps c'est un petit peu ce qui se passe souvent chez le zèbre. Et ça peut être ça. C'est comme c'est tellement facile. Mhm, Du coup, ça serait quand même, ça en devient chiant, en fait. mhm, Nous, on aime bien quand même quand c'est pas trop facile. mhm. Tu vois? Donc, et j'essaie quand même de me regarder. Je me challenge toute seule en me disant, attention, Sophie, tu vois, va pas te saboter quand même parce que c'est important, parce que cette expertise, malgré tout, elle est là. Voilà, c'est aussi se regarder avec bienveillance et apprendre de plus en plus à se connaître, en fait. Et quelque part, en anglais, on dit tame, en fait. Hein, c'est ça. Enfin, c'est apprivoiser quelque part ces souffrances, hein, parce que c'est aussi quelque part aussi des souffrances. Oui, bien sûr. Ouais. Et je reviens à mes graines de connaissances, aller dans sa version mature, aller en introspection, aller voir ses ombres, Mm. ses ombres et en être conscience, et puis passer dans la sagesse de savoir quel est l'équilibre. Alors, on a parlé du travail. Tu as mentionné rapidement tout à l'heure, quand je t'ai questionné sur le travail, la partie vie sentimentale. Qu'est-ce que tu auras envie de nous en dire? Ben, la vie sentimentale, elle est vraiment intéressante parce que je pense que enfin, le haut potentiel, il vit les relations de façon extrêmement intense. Oui. Et voilà. Et donc, bah, pareil, tu vois, donc à la fois, il a besoin de sécurité et en même temps, il a besoin d'excentricité. Euh, et c'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, quand j'ai un regard un peu sur ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pu parcourir dans ma vie sentimentale, et l'homme avec lequel je partage ma vie aujourd'hui, tu vois, voilà, Boris, par exemple, il est tout le temps en train de me faire des surprises. Oh, mais moi, ça me nourrit, mais t'as même pas idée, tu vois. Mhm. Alors que avant, voilà, c'était plutôt moi qui étais aux manettes. Et là, aujourd'hui, j'accepte vraiment de recevoir. Donc ça, déjà, c'est un gros, gros dossier. Bon, bah, c'est pas toujours nickel, nickel, mais quand même. Euh, et c'est vrai que voilà, quand t'as ton mec qui te dit, ouais, tiens, au fait, ouais, ce week-end, en fait, voilà, ah non, mais là, on pourra pas faire ça parce qu'il y a une surprise. Oh, toi, tu te dis, waouh, c'est top, quoi, tu vois, ça, c'est important pour moi. Voilà, et aujourd'hui, ben, j'ai envie de dire, en tant que haut potentiel, donc probablement, voilà, il y a derrière
les gens qui écoutent, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont probablement très conscientes. C'est vraiment, voilà, c'est aller à la rencontre de cette conscience et puis de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir lui aussi grandir, en fait. On va grandir ensemble et être de plus en plus dans cette conscience, en fait. Et donc, nous, on communique beaucoup, même sur les choses qui sont très dérangeantes. Donc là, ouais, je me sens pas bien, je me sens activée. Voilà ce qui se passe en moi. Et en disant que voilà, c'est moi, c'est pas toi, mais c'est moi. Et donc, on a chacun notre thérapeute. On a chacun, donc voilà, on travaille donc avec Martin, donc au niveau Martin Latuli, au niveau du coaching. Mais voilà, on essaie vraiment de bosser et de faire tout le temps des choses pour nous-mêmes et pour nous, en fait. Ouais. Et chacun et aussi pour notre couple. Depuis qu'on est ensemble avec Boris, ça fait 5 ans, on a écrit toutes nos intentions de couple, on prend le temps, ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce qu'avec le temps, hein, des fois tu dis, et donc tous les 3 mois, de s'arrêter, de regarder, de dire, OK, qu'est-ce qu'on avait écrit? Ah ouais, est-ce qu'on en est toujours là? OK, est-ce que ça nous plaît toujours? Parfois, c'est pas évident, hein, de prendre le temps, mais voilà, enfin, en tous les cas, on essaie d'aller sur ce couple conscient. Et donc là, cette année, ça va être une année de bilan, donc ça va être intéressant de pouvoir partager ça ensemble encore, tu vois. C'est super, c'est chouette à entendre, en tout cas touchant. Est-ce que dans ton expérience, c'est important, parce que c'est une question qui revient souvent de notre public, d'être en couple, de vivre une relation amoureuse avec quelqu'un qui est aussi concerné par le haut potentiel et l'hypersensibilité? Moi, je pense que c'est nettement mieux, c'est clair, parce que on voit bien, enfin, moi, régulièrement, dans les gens que je coach, la plupart des gens, ils attirent des prédateurs, quoi. Enfin, et donc, du coup, c'est sûr que c'est quand même, c'est plus safe, j'ai envie de dire. Après, ça veut pas dire que c'est pas une garantie 100%, mais si l'autre... Tu peux avoir des prédateurs dans les hauts potentiels et dans les hypersensibles aussi, hein? Oui, mais bon, c'est sûr. Mais je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, je t'en prie. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, être conscient de ça, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, quand les deux sont au potentiel, c'est quand même... alors, peut-être pas plusieurs choix, parce qu'il y en a qui préfèrent être avec des personnes un peu plus... Moi, j'ai un frère qui a fait ça, tu vois, qui a toujours été avec des personnes un peu en dessous de lui. Mais je pense qu'effectivement, quand on est de haut potentiel, c'est beaucoup plus... je pense que c'est plus facile parce qu'au moins, on se comprend. Après, ça ne veut pas dire que si l'un et l'autre ne font pas le travail, c'est important de toute façon que l'un et l'autre fassent son travail. Ça, c'est ça. Mais tu as parlé de couple conscient. Je pense que c'est ça, parce que tu as parlé un peu plus tôt d'intensité. C'est un des risques, hein, c'est que 2 intensités ensemble, ça fait intensité au carré. Mais quand on met de la conscience là-dessus et qu'il y a du dialogue, qu'il y a toute une série de choses qui sont mises en place, effectivement, on peut en tirer les bénéfices, hein. Je reprends une phrase que tu as dite tout à l'heure aussi, hein, que tu avais appris à surfer avec ton haut potentiel, et j'ai l'impression que quand les deux ont appris à surfer, ça peut faire de jolies vagues, entre guillemets, mais ça peut être chouette, effectivement. J'ai épousé un waterman, donc ça va bien. Voilà, tu vois, on est dans le bon. Je vais terminer ici, Sophie, en te posant une dernière question, si tu le veux bien. C'est si tu avais un conseil d'émotifs talentueuses à transmettre aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Aimez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans tout ce parcours de haut potentiel, moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais ce petit livre chez ma grand-mère. C'était donc Le vilain petit canard. Et vraiment, pour moi, ça symbolise vraiment le haut potentiel. C'est-à-dire que moi, en tous les cas, ça a été mon histoire. C'est vraiment toute ma vie, je me suis sentie décalée, moche, comment dirais-je, différente. Pas à ma place. Et puis d'un seul coup, un jour, j'ai vu voilà, des grosses ailes qui ont poussé. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, non, mais en fait, je suis un signe. En fait, je suis magnifique, je suis un soleil, quoi. Et donc, du coup, c'est, voilà, aimez-vous, parce qu'il y a rien, il y a personne d'autre que vous peut vous aimer à votre place, quoi. Et donc, c'est ça, c'est vraiment s'aimer, ouais.
Et se voir comme un joyau. Se voir comme un joyau, c'est beau ça. Merci Sophie. Merci Nathalie. J'espère que vous avez apprécié cet échange dans lequel je parle parfois de graines. Alors, si vous ne connaissez pas encore le modèle de développement du potentiel à travers les 5 graines, eh bien, je vous invite à faire gratuitement le quiz qui vous permettra de découvrir ces graines et là où vous vous situez dans votre potentiel de développement, parce que c'est bien de ça dont il s'agit avec ces 5 graines. C'est gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur le site www.emotif au pluriel talentueux avec un x.com/graines. À la semaine prochaine!